20h, bienvenue à tous dans le journal de ce 26 février sur RTI 1, à la une ce soir. Conseil des ministres au palais présidentiel. Au nombre des points abordés, l'opération d'enrôlement pour la carte nationale d'identité. Le ministre de l'administration du territoire a fait le point une semaine après le démarrage de l'opération. Le gouvernement entend tripler la capacité opérationnelle actuelle. Dans le cadre du recensement général des populations et de l'habitat, autre grande opération de masse pour cette année 2020, 37 500 agents recenseurs vont recevoir une formation complémentaire qualifiante grâce à un partenariat entre le bureau technique permanent du recensement et l'agence Emploi Jeunes. L'imposition des cendres a marqué cette journée pour les chrétiens catholiques. Ce mercredi des cendres vient ouvrir 40 jours de jeûne et de prière intense. Pour l'Église catholique, la cendre est le symbole de la pénitence, de l'esprit d'humilité et de sacrifice. Et puis en Algérie, un premier cas de coronavirus a été détecté. Il s'agit d'un Italien arrivé dans le pays le 17 février dernier. L'homme a été placé en isolement. Les circonstances de son infection ne sont pas encore établies. Bonsoir à tous. Une semaine après le lancement de l'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité, le ministre de l'administration du territoire a fait le point ce mercredi au sortir du Conseil des ministres. Selon Sidiki Diakité, à ce jour, 20 501 personnes ont été enrôlées, soit 94% pour les demandes de renouvellement et 6% pour les nouvelles demandes. Le gouvernement entend tripler cette capacité opérationnelle. Jérôme Kofi Aboulin. Le mercredi du Conseil des ministres au palais présidentiel ce 26 février 2020. La présente session, comme pour être conforme à la tradition, s'est illustrée au départ par une ambiance tout à fait bon enfant au moment où le président de la République, Alassane Ouattara, est accueilli à son entrée dans la salle de la réunion par les membres du gouvernement. Une ambiance qui précède une autre, celle marquant le déroulement des travaux qui plus est l'occasion pour le Conseil de prendre des mesures ou décisions face aux situations plus ou moins préoccupantes pour les populations. Par exemple, le processus de renouvellement ou de demande de la nouvelle carte d'identité citée ici pour en faire l'un des éléments choisis à la suite du point presse. Nous avons en prévision, et cela à partir du vendredi, nous aurons activé 344 kits supplémentaires. Cela va donc doubler la capacité d'enrôlement qui passera donc à 646 kits activés sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, notamment le jeudi 6 mars prochain, 400 autres kits seront activés pour donner donc le chiffre de 1046 kits activés sur l'ensemble du territoire national. À ce chiffre, nous couvrirons déjà non seulement les 108 départements que compte le territoire national, les 33 régions, mais aussi nous couvrirons les 475 sous-préfectures fonctionnelles et même les kits seront déployés dans les sous-préfectures qui ont été créées mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. À noter par ailleurs le projet de loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce projet de loi organique en application de celle-ci distingue ainsi l'Assemblée des rois et chefs traditionnels, le directoire de la Chambre et les comités régionaux. Les modalités de désignation des membres de l'Assemblée, organes délibérants, et du directoire, organe de mise en œuvre des décisions de l'Assemblée, repose alors sur le maillage administratif des régions et départements de façon à faire prévaloir le consensus et à assurer une représentation inclusive de l'ensemble des aires culturelles nationales. Aussi, le Conseil a-t-il adopté un nouveau mode de fonctionnement des CAFOP qui consiste notamment au renforcement de la formation des maîtres ou enseignants. Cette nouvelle formule de fonctionnement des CAFOP comprend, au plan de la formation, 2 années de formation théorique dans les CAFOP portant sur les contenus d'une dizaine de modules en lien avec le référentiel de compétences du maître
et une année de formation pratique dans les circonscriptions d'enseignement préscolaire et primaire sanctionnées par un examen de titularisation au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Au plan de la gouvernance, les enseignants et administratifs bénéficieront durant l'année scolaire d'un accompagnement de l'équipe technique du ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'École normale supérieure ENS dans le cadre de la recherche-action et de l'encadrement des professeurs de CAFOP. Le Conseil a également informé sur la mise en œuvre d'un nouveau plan national de numérotation. Les numéros téléphoniques passeront désormais à 10 chiffres au lieu de 8. Le plan national de numérotation actuel, constitué de l'ensemble des numéros téléphoniques disponibles, arrive bientôt à saturation en raison du rythme de consommation et des besoins importants en numéros, notamment en matière de téléphonie mobile. Aussi, le Conseil a adopté, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, un nouveau plan en vue d'anticiper les perturbations des réseaux et sauvegarder l'économie nationale. Le nouveau plan national de numérotation proposé est de 10 chiffres au lieu de 8 chiffres anciennement et aura l'avantage d'offrir une capacité théorique de 10 milliards de numéros. Le prochain Conseil des ministres aura lieu, sauf cas de force majeure, la semaine prochaine, précisément le 4 mars 2020. Le recensement général de la population et de l'habitat va se faire cette année 2020. Pour le mener à bien, le Bureau technique permanent du recensement et l'agence Emploi Jeunes scellent un partenariat. Les agents recenseurs vont ainsi recevoir une formation complémentaire qualifiante. Safiat Kouyaté et Jean-Jacques Kwame. 1 milliard de francs CFA. C'est le montant alloué par l'agence Emploi Jeunes au Bureau technique permanent du recensement suite à la signature d'un partenariat entre les deux structures. Ce fonds est principalement destiné à la mise en œuvre du programme de formation de 37 500 agents recenseurs. Ces formations devraient contribuer à offrir à notre jeunesse des perspectives certaines pour une meilleure insertion sur le marché du travail. En contrepartie, bien sûr, de l'appui qui nous est donné, les jeunes qui accompliront avec succès l'opération de recensement bénéficieront d'une attestation et seront reversés donc dans la base de données de l'Institut national de la statistique. Cette collaboration permettra au Bureau technique permanent du recensement de bénéficier des moyens nécessaires pour la collecte des données démographiques et sociales. L'agence Emploi Jeunes, quant à elle, facilitera le recrutement et la formation des candidats. Pour nous qui pilotons aujourd'hui le volet autonomisation des jeunes dans le cadre du PS-Gouv, nous nous réjouissons donc de cette parfaite collaboration avec le ministère du plan et du développement. Et nous sommes aussi heureux que tout le dispositif de l'agence Emploi Jeunes, les guichets emploi dans les 201 communes seront mis à contribution pour aider l'Institut national des statistiques dans le recrutement de ces jeunes. Tout jeune désirant faire acte de candidature peut postuler en ligne via la plateforme de l'agence Emploi Jeunes, www.emploijeunes.ci. Les critères de sélection sont, entre autres, être ivoirien, âgé de 18 à 45 ans, avoir un niveau minimum de la classe A de première. Le recensement général de la population et de l'habitat va se dérouler du 20 avril au 15 mai 2020. La 4e réunion des ministres des Finances pour l'action climatique se tient à Abidjan. Il s'agit principalement d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action commun qui a été lancé en décembre 2019 en marge de la COP 25 de Madrid. Cheikh Koné. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à abriter cette 4e réunion technique après Washington, la Finlande et le Royaume-Uni. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, procédant à l'ouverture des travaux, a expliqué l'urgence qu'il y a pour les économies, surtout celles des pays africains, d'élaborer un plan d'action commun pour faire face aux effets dévastateurs de ce qu'il convient d'appeler désormais la crise climatique dans le monde. L'objectif de cette session est d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action commun de la coalition officiellement lancé le 9 décembre 2019 en marge de la COP 25 à Madrid. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, professeur Seka Joseph, a salué les initiatives déjà entreprises par la coalition des ministres des Finances dans la lutte
contre les changements climatiques. Je tiens tout particulièrement à féliciter les ministres des Finances pour cette grande initiative, car la problématique du financement national et même international de la lutte contre les changements climatiques sera mieux adressée à votre implication. En dépit de la bonne volonté des acteurs, la problématique du financement des différents plans d'action se pose avec acuité. Dans cette perspective, le principal objectif de la coalition est d'assurer, sur la base des principes fondamentaux d'Helsinki, une meilleure contribution des ministres des Finances à l'action mondiale de réduction des émissions par l'implémentation des mécanismes, instruments et bonnes pratiques en matière de finances climatiques et finances durables. C'est en avril 2019 que la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique a été lancée pour la première fois à Washington. Pour la 4e réunion technique d'Abidjan, le thème retenu est le rôle des ministres des Finances dans l'implémentation des contributions déterminées au niveau national. C'est désormais une tradition au Salon international de l'agriculture de Paris. À chaque édition, une journée est dédiée à la Côte d'Ivoire. Cette année, un accent particulier a été mis sur l'agriculture ivoirienne face aux défis de la modernisation. Ce salon de Paris permet au ministre des Ressources animales et halieutiques de s'imprégner du savoir-faire des éleveurs français. Moussa Dosso a effectué une visite de stand des éleveurs et professionnels du secteur, l'objectif étant de bénéficier d'appui afin de redynamiser le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Paris, Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré. Une visite au pas de course. Il aura fallu moins de 3 quarts d'heure à Moussa Dosso pour parcourir une 50aine de stands de professionnels de l'élevage, ce 4e jour du Salon de l'agriculture de Paris. Bovins, petits ruminants, porcs, volailles, le ministre des Ressources animales et halieutiques a marqué une pause à chacun des stands pour s'imprégner du savoir-faire de ces professionnels. S'il reconnaît l'écart entre les élevages français et ivoiriens, Moussa Dosso se réjouit tout de même des potentialités de la Côte d'Ivoire en la matière, lesquelles ne demandent qu'à être accompagnées. Je retiens simplement la disponibilité de nos acteurs français à nous accompagner dans notre stratégie de production. Et ça, pour moi, c'est important. Il s'agit de centres de recherche, il s'agit d'acteurs publics, d'acteurs privés. Voilà le secret pour la réussite. La Côte d'Ivoire s'attellera à mettre en place des chaînes de production complètes dans tous les sous-secteurs d'élevage. Ce que nous souhaitons, c'est que cela soit définitivement produit en Côte d'Ivoire, dans les différents ranchs que nous avons, et que toute la chaîne des valeurs puisse être réalisée par des acteurs de la filière, des acteurs privés de la filière. C'est la même chose au niveau du secteur du porc, des caprins, c'est-à-dire les chèvres, et tout cela, pour moi, doit être réalisé en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, le ministre met à profit sa présence au Salon de l'agriculture. Il poursuit ses rencontres avec les opérateurs du secteur, potentiels partenaires pour le renouveau de la filière élevage en Côte d'Ivoire. Ce mercredi est particulier pour la communauté chrétienne catholique. C'est un jour de pénitence qui marque le début du carême. Ce mercredi des cendres a permis aux chrétiens de recevoir au front la cendre provenant des rameaux de l'année dernière. Hermance Zirignon et Godefroy Okambawa. 6h15 ce mercredi matin à l'église Saint-Ambroise de Jubilé dans la commune de Cocody. Des fidèles venus écouter le message de paix, de partage et de pénitence en ce premier jour du début du carême catholique. Au cours de cette célébration, les fidèles sont marqués de la cendre sur leur front. Un signe qui rappelle à chaque chrétien sa condition fragile d'homme fait de poussière. C'est un temps où nous faisons pénitence, c'est-à-dire que devant Dieu nous reconnaissons notre fragilité, notre petitesse, nous reconnaissons nos péchés et nous implorons sa miséricorde, mais nous faisons aussi des exercices très précis. D'abord, il y a la prière qui fait partie du quotidien du chrétien, mais qui est sans doute intensifiée pendant le temps de carême. Venir nous faire imposer la cendre de sorte à nous rappeler qu'effectivement, sans Dieu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et que ce temps de carême-là nous soit bénéfique. À la paroisse Saint-Jean-Paul de la 8e tranche. Ici, pour réussir son temps de carême, Alain Atto, vicaire de cette paroisse, nous donne les attitudes à tenir en cette période de privation. C'est un temps où nous sommes invités à des œuvres de miséricorde corporelle mais aussi spirituelle. Donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif,
visiter les malades, visiter les prisonniers. Et cette année, spécialement, notre Père archevêque nous invite à mettre l'accent sur la communion, une vie de communion, en faisant aux autres ce que nous-mêmes on souhaite pour nous. Ce temps de carême nous invite à la charité aussi, à l'aumône, donner de notre amour aux autres, pas seulement l'argent. Pour notre pays, on en a besoin, qu'on soit vraiment amour et charitable. Le temps de carême dure 40 jours. Durant cette période, le fidèle est invité à se détacher de tout ce qui l'éloigne de Dieu. Et c'est dans ces moments de pénitence que la communauté catholique de Niaprayo, dans le centre-ouest du pays, a décidé de prier pour des élections sans heurts dans tout le pays. Une prière spéciale pour la paix en Côte d'Ivoire. Issaïo. Les Ivoiriens multiplient les prières pour une élection présidentielle apaisée au mois d'octobre prochain. À l'occasion du 2e anniversaire de l'installation de Notre-Dame des fidélités dans la cour Saint-Pierre de Niaprayo, localité située dans la région du Go, des prières ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa mère, Notre-Dame de fidélité de Niaprayo, pour que son regard de miséricordieux puisse s'étendre aussi sur notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que chaque fils et fille de ce pays puisse se sentir heureux, puisse se sentir en paix dans ce pays. Tous, on se rend compte qu'on n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et que nous autres, on prie la Vierge Marie en lui disant on ne veut plus qu'une mère verse le sang de son enfant, rien que pour faire plaisir aux ambitions de qui que ce soit. Les fidèles chrétiens sont venus de plusieurs localités, dont Bayota, Issia et Divo, pour prendre part à cette messe d'action de grâce dite par le curé doyen de la région du Congo. Les imams ont également porté en intention la paix en Côte d'Ivoire dans leurs prières. Cela à l'occasion de la clôture de la 8e édition du séminaire de formation et de renforcement de capacité des guides religieux du district du Denguélé. Para Sorokone nous conduit à la grande mosquée de Gbéléban dans la région du Kabadougou. Préserver la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, multiplier les formations en faveur des imams, introduire et renforcer le programme du gouvernement dans les écoles confessionnelles islamiques tout en préservant l'enseignement islamique. Ce sont entre autres recommandations faites à l'occasion de la 8e édition du séminaire annuel de formation et de renforcement des capacités des guides religieux du district du Denguélé tenu à la grande mosquée de Gbéléban autour du thème du rôle des imams dans la consolidation des valeurs islamiques et la cohésion sociale. Nous avons rédigé ces recommandations en langue arabe et en langue française et dire aux imams, lorsque chacun arrivera chez lui, l'action enclenchée par le séminaire doit être prolongée dans les régions, dans les villes et villages. Les participants se réjouissent de la tenue de cette rencontre islamique pleine d'enseignements. Les messages de formation qui sont passés, c'est un message de paix, de rassemblement et puis de formation pour bonifier la connaissance des imams. Ce que les imams ont dit, j'encourage les femmes de respecter leurs époux, de respecter les vœux de leurs maris. Quand on voit tous ces imams se sont déplacés pour venir ensemble, on a partagé les connaissances et les expériences. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on doit encourager parce qu'un imam qui n'est pas formé, c'est un danger pour lui-même et un danger aussi pour la communauté. Élus et cadres de la localité ont à cette occasion exhorté imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas manqué de féliciter et encourager les initiateurs de ce séminaire. Les imams sont très contents et je crois qu'ils ont beaucoup appris. Ils n'ont fait que des prières pour la paix, des prières pour la cohésion, surtout pour les élections à venir. Il faut prier pour qu'il y ait l'apaisement des cœurs. Nous sommes entrés dans une année électorale. Il est très important de sensibiliser nos imams qui sont nos guides afin de pouvoir parler de la paix dans nos mosquées et surtout de la cohésion. Les imams ont en charge la conduite d'une importante communauté et ils se doivent d'être vraiment bien formés, d'être au fait des nouvelles réalités de ce monde dans lequel nous vivons. Motion spéciale de remerciement au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa sollicitude constante à l'égard de l'ensemble des communautés religieuses. Motion de remerciement aux élus et cadres de Gbéléban.
Louanges, invocations et bénédictions pour des élections apaisées. Des temps forts qui ont également meublé ce séminaire de formation des imams du COSIM des régions du Folon et du Kabadougou. Demain, 27 février, s'ouvre à Abidjan le Forum africain sur les villes durables. Ces assises panafricaines pour des solutions africaines sur les villes durables vont permettre de préparer le prochain sommet France-Afrique. Des échanges ont eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. Mamadou Kouassi. Du 4 au 6 juin prochain, la ville de Bordeaux va accueillir le 28e sommet France-Afrique. Une édition portée essentiellement sur le développement à travers les villes durables. La Côte d'Ivoire veut jouer un rôle prépondérant au cours de cette rencontre. Pour marquer le pas, un sommet Afrique francophone sur les villes durables se tiendra à Abidjan les 27 et 28 février prochains. Pour la réussite de ces événements, le ministre de la Ville, porteur du projet, sollicite l'appui du secteur privé ivoirien. Des échanges à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont permis aux chefs d'entreprise de marquer leur adhésion à ce projet de développement durable. Nous sommes en phase avec le ministre justement pour sensibiliser au niveau ivoirien, le secteur privé et aussi nos pairs africains à travers les institutions consulaires, les institutions patronales et les différentes structures du secteur privé. Le ministre François-Albert Amicha est revenu sur les opportunités à faire de la Côte d'Ivoire le porte-voix de l'Afrique francophone au sommet France-Afrique. La Côte d'Ivoire a donc décidé de se positionner en agrégateur de solutions africaines pour les villes durables à travers les rencontres d'Abidjan, inscrites au calendrier officiel du sommet de Bordeaux, entendent proposer des réponses innovantes en faveur du développement de territoires durables à travers la co-construction et la synergie des acteurs comme une nécessité absolue et qui veut trouver dans le secteur privé les partenaires et le savoir-faire qui vont avec. Cette rencontre avec le secteur privé constitue l'une des rencontres prévues dans le cadre des préparatifs de ce sommet continental. La ville de Kabakouma, à quelques kilomètres de Biankouma, dans l'ouest ivoirien, connaît des troubles. Un halogène aurait attaqué à la machette une famille d'autochtones dans la nuit du lundi dernier. Le bilan est de 2 morts et 2 blessés. F. Boué. Le village de Kabakouma, situé à une dizaine de kilomètres de Biankouma, dans la région du Tompi, a été le théâtre d'un drame dans la nuit du lundi 24 février dernier. Selon des témoignages, le jour des faits, entre 19h et 20h, un individu aurait attaqué à la machette les membres d'une famille avant de disparaître dans la nature. L'individu identifié par des témoins serait un halogène et la famille attaquée est son tuteur autochtone. Bilan, 2 morts et 2 blessés. Le lendemain des faits, le mardi 25 février 2020, en représailles, des jeunes du village ont chassé les halogènes et ont incendié leur lieu d'habitation et de culte. Aussitôt informés, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur place et assurent la sécurité des biens et des personnes. Le préfet du département de Biankouma et le maire ont tenu une réunion avec l'ensemble de la population pour ramener le calme. Le chef du village exhorte les jeunes à la retenue. Moi, je ne tiens qu'à dire à la jeunesse, ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. C'est un fait déjà qui s'est produit. Donc, on cherche maintenant à résoudre. Parce qu'on ne peut pas rester dedans comme ça et puis ça va prendre de l'ampleur encore. En tout cas, restons sereins, restons calmes. Un peu plus tard dans l'après-midi du mardi, le corps du présumé auteur de l'attaque a été découvert pendu dans son propre campement situé dans le village voisin de Kanta. Une enquête est ouverte par les autorités judiciaires de Mans pour comprendre ce qui s'est passé. Pour l'heure, l'on ignore les motifs de cette attaque meurtrière. Les 2 blessés sont pris en charge au centre hospitalier régional de Mans. La gestion de ce type de conflit fait partie des prérogatives de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ces têtes couronnées ont été formées par l'ONG internationale Onzarama. Ils ont reçu les outils en matière de gestion de conflits. Le reportage de Kader Sogodogo. Passer en revue les différentes méthodes de résolution des conflits, s'en inspirer afin de parfaire les techniques et stratégies pour une intervention efficace sur le terrain. Les garants de la tradition, membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, sont ainsi à l'école.
un cadre de partage et d'apprentissage initié par l'ONG internationale Nzarama. Une vision qui cadre bien avec la mission de la Chambre. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui vous reçoit en ce jour, c'est une décision historique de son Excellence Monsieur le Président de la République qui porte au niveau national l'expérience des chefs traditionnels, garants des us et coutumes dans la résolution des conflits et la préservation de la cohésion sociale au sein de leurs communautés respectives. L'ONG Nzarama, une expérience à mettre au service de la chefferie traditionnelle. Les États-Unis accompagnent cette vision. Nous sommes convaincus que vous, les chefs et les rois, en tant que leaders de vos communautés, jouent un rôle critique dans la prévention et la résolution du conflit. Ceci sera de même encore plus important pendant cette année électorale. 2 jours, c'est le temps que va durer cette formation qui se tient au siège de la Chambre à Yamoussoukro. Dans la région du Tchologo, le ministre des Affaires présidentielles Tiéné Birahima Ouattara prône la paix et la cohésion. Il a offert aux populations 5 véhicules, un moyen de déplacement qui devra leur permettre de sillonner toute la région afin de transmettre ce message de paix. Kader Sogodogo. De l'électricité à la fourniture d'eau, en passant par l'école, la santé, la sécurité, les infrastructures routières, il y a peu de dire que le passager Tchologo a véritablement pris son envol à bord de RTBO. Voilà qui nous plonge dans le caractère de cette cérémonie. Des élus, des cadres avec à leur côté, des travailleurs en poste dans le Tchologo. Tous à l'unanimité, témoins du changement nouveau amorcé dans la région, ont voulu traduire de vive voix leur reconnaissance au ministre des Affaires présidentielles, Tiéné Birahima Ouattara, acteur des actions de développement consenties pour sortir le Tchologo de l'ornière. Votre conception de la vie ne s'accommode guère de Salam Alek. Pour vous donc, la vie rite avec discrétion, sobriété, simplicité, probité et surtout acharnement au travail. TBO, comme on aime à l'appeler de manière familière, tout en se réjouissant de cette initiative, engage à ces populations sur la voie de la paix et de la cohésion, gage de tout développement. Est-ce que le Tchologo aujourd'hui est comme il était il y a 10 ans? Je pense que dans cette salle, personne ne peut dire qu'il n'y a pas eu de changement. Ce changement a été possible dans la paix et la cohésion. On n'a jamais vu un pays, une région, une ville se développer en dehors de la paix. Ceci n'est pas possible. Il est important que nous ayons à l'esprit que la paix est la clé de toute réussite dans la vie. 5 véhicules de type 4x4 offerts par Tiéné Birahima Ouattara aux maires de Ouangolo-Dougou, Diawala, Niélé et aux garants de la tradition de Kumbala et Kong. Un seul objectif, prôner la paix et le rassemblement de tous les fils et toutes les filles de la région du Tchologo. En plus de cette sensibilisation à la paix et au vivre ensemble, l'association Diaspora One, composée d'Ivoiriens de l'extérieur, œuvre à l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Éric Goré. La réconciliation nationale est une priorité pour le peuple de Côte d'Ivoire à quelques mois de l'élection présidentielle. En attendant la date du 31 octobre prochain, la majorité des Ivoiriens prônent la paix, quel que soit leur secteur d'activité. C'est à cette tâche que s'adonne aussi Diaspora One, une association d'Ivoiriens de la diaspora. Cette diaspora s'engage à contribuer à la paix, à la réconciliation et au développement de la Côte d'Ivoire. Lancer un appel au calme, à la sérénité et surtout à faire en sorte que le civisme, le dialogue soient des voies privilégiées
par ces temps de débat au niveau de la politique. Saluer surtout les actions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est en train de véritablement amorcer le second miracle ivoirien. Pour la plupart, ces Ivoiriens de diaspora WAN sont des chefs d'entreprise. Leur engagement pour la paix et pour la stabilité est un atout. En plus de rechercher la paix, ils pourront également mettre leur expérience au profit de la jeunesse de Côte d'Ivoire en vue de la création d'entreprises pour l'autonomisation de cette jeunesse. Dans l'actualité internationale, pour terminer, un premier cas de coronavirus a été détecté en Algérie, le deuxième cas sur le continent après l'Égypte. Il s'agit d'un Italien arrivé en Algérie le 17 février dernier. Les circonstances de son infection ne sont pas encore établies. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée.